Très bien, nous reprenons. Right, we're going to be resuming our session. I have the great pleasure of welcoming Professor Igor Juven, who is a piano player and also a philosopher. He has a chair at the University of Groningen in the Netherlands. He is now in the Netherlands after having directed the formal epistemology project of the University of Leuven. And he works on formal and social epistemology, on the logic of probability and conditionals, the philosophy of science and the theory of decision, and wrote numerous articles on those subjects in international reviews. I'm going to give him the floor now for 40 to 45 minutes on the following subject. How to respond to peer disagreement. Merci de cette invitation. C'est un honneur d'être ici, mais il faudrait dire à l'orateur de rapprocher son micro. Voilà. Très bien. Très bien, merci monsieur. Donc, j'ai travaillé il y a quelques années sur le désagrément entre pairs lorsque le débat a commencé. Donc, je vais résumer ce que j'ai fait à l'époque et comme vous le verrez, pour enquêter là-dessus, pour étudier la question, j'ai utilisé des simulations par informatique. Ça m'intéressait beaucoup et je fais en fait un petit peu plus de cela maintenant que d'étudier le désaccord entre pairs. Alors, je fais un peu des deux et je pense que on peut traduire en simulation informatique ce qu'est le désaccord entre pairs. Je ne sais pas si je vais le faire. Bon, mais enfin, j'espère du moins que cela va inspirer d'autres personnes pour travailler sur le sujet. Alors, donc, le survol de la présentation, vous avez vu. Alors, cette notion de pair épistémique, en fait, ça n'est pas vraiment un terme en tant que tel. Bon, on parle de revue entre pairs dans le domaine universitaire, épistémique. Nous savons ce que cela veut dire. Donc, en fait, je serais peut-être moins libre de définir cette notion de pair épistémique parce que le débat deviendrait assez académique. Donc, je pense que c'est une définition assez plausible. C'est commun dans la littérature. On dit que c'est un pair lorsque cette personne a les mêmes compétences intellectuelles, a les mêmes informations, donc les mêmes évidences pertinentes, les mêmes compétences en matière de jugement, et lorsque la personne a examiné le problème avec le même soin que nous. Alors, donc, par même évidence ou même preuve, on veut dire peut-être que l'on pourrait remplacer ça par aussi bien informé pour éviter des problèmes. Et puis, la question essentielle dans ce débat est de savoir la chose suivante. Une fois que vous avez découvert que vous n'êtes pas d'accord avec un père ou quelqu'un que vous considérez comme tel, est-ce que vous pouvez garder votre propre croyance ? C'est ça la question. Comme vous le verrez dans une minute, beaucoup de personnes pensent que l'on pourrait résoudre cette question a priori en réfléchissant sur la notion de rationalité, de parité. Et c'est ça qui est censé répondre à la question de savoir si l'on peut rationnellement être en désaccord avec un père épistémique. Donc, vous avez peut-être une réponse immédiate à cette question, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait une réponse a priori à la question. Vous pouvez avoir plusieurs pères épistémiques dont les réponses immédiates reflètent cette expérience.
Du moins, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'était la vue de la majorité, clairement la vue de la il y avait une claire majorité en faveur de cette vue en fonction de laquelle, si vous tenez à votre vision, votre vue après avoir découvert que il y a un désaccord, quelqu'un est en désaccord avec d'autres, eh bien, que c'est une erreur. Et donc, l'argument que l'on trouvait dans la littérature là-dessus était en fait un argument symétrique. Fondé sur la mathématique ou la physique, mais sur une intuition de la symétrie. Donc, en fait, les paramètres clés, l'unicité de la thèse, ou ce que David appelle l'unicité de la rationalité, et en fait, parce qu'il y a en fait une seule réponse rationnelle à ce corps d'evidence. Donc en fait, lorsque vous découvrez que vous êtes en désaccord avec un père sur un sujet, ça veut dire que, du fait de l'unicité de la thèse, ça veut dire qu'au moins un d'entre vous ne répond pas rationnellement à cette evidence, cette preuve que vous partagez. Parce que vous êtes des pairs, vous partagez cette preuve et l'un des deux a tort, puisque vous considérez que l'autre est un père et qu'il a les mêmes qualités en matière jugement que vous. Donc les mêmes qualités que vous. Ça vous donne une raison de penser que vous avez fait une erreur et que vous ne répondez pas de façon rationnelle à cette evidence. Donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas rationnellement vous en tenir à votre croyance. Donc ça, c'est l'argument de symétrie, pour dire que c'est irrationnel de tenir à sa croyance. Mais on peut mettre cela en doute sur un certain nombre de bases. Ce que certains ont dit, c'est est-ce que la situation est vraiment symétrique? Parce qu'il y a toujours quelque chose de particulier sur votre point de vue, parce que c'est le vôtre, donc il a quelque chose de particulier. On en a parlé tout à l'heure, David a répondu à une objection. Bon, enfin, ce n'est peut-être pas la bonne piste, mais on reviendra là-dessus. Peut-être pour remettre en question cette idée selon laquelle les pairs ont la même evidence, la même preuve. Est-ce qu'on a toujours les mêmes évidences? Est-ce que c'est important? Mais on peut également poser la question suivante. On peut dire, puisque nous avons une raison de douter du fait que nous ne répondions, de penser que peut-être nous ne répondons pas de façon rationnelle à l'evidence, parce que justement nous avons un désaccord entre pairs, est-ce qu'il faut que cela nous fasse abandonner notre croyance? Donc, vous allez vous dire, bon, je suis faillible, donc j'ai toujours une raison de penser que je ne réponds pas rationnellement à ces preuves, à ces evidence. Bon, je peux m'être trompé, je peux avoir quelque chose dans le cerveau qui ne fonctionne pas bien, et nous sommes tous parfois sceptiques, et si à ce moment-là on procède ainsi, on devient sceptique et on a suspend son jugement sur tout. Donc, alors, ensuite, il y a ce prémisse essentiel, l'unicité de la thèse, qui en fait permet de répondre à tout ce corps de preuves. En fait, bon, il y a quand même des thèses qui peuvent être mises en question à la lumière de certaines théories de confirmation moderne. Et puis, il y a également des arguments qui ont été donnés en faveur de la thèse de l'unicité. Mais ça, je n'en dirai rien dans cette présentation. Donc, c'est un petit peu étrange lorsque l'on étudie la littérature sur le désaccord entre pairs. Vous trouvez très peu de références à la théorie de la confirmation.
parce que vous avez entendu dire hier et même ce matin que le fait de savoir si une evidence ou preuve soutient, appuie une hypothèse, bon, l'évidence de l'évidence est l'évidence ou la preuve de la preuve est la preuve. Bon, il y a toutes ces questions maintenant sont en fait débattues depuis 100 ans et par des gens qui travaillent sur la philosophie de la science et sur la théorie de la confirmation. Donc, juste pour vous rappeler cela, de façon très rapide, donc c'est je survole donc un petit peu, c'est un survol très partiel, cette théorie de la confirmation telle qu'elle a été étudiée au XXe siècle. Alors, au début, comme vous le voyez, bon, les gens avaient l'espérance et la croyance qu'ils arriveraient à avoir une théorie de la confirmation complètement objective, à savoir que l'on aurait la réponse. Est-ce que eh bien, l'évidence ou la preuve de H vient à l'appui de l'hypothèse H? Donc, ainsi, ils pensaient que l'on aurait une réponse objective, quelle que soit la personne qui pose la question. Donc, mais donc les gens ont essayé, j'ai dit que je ne rentrerai pas dans les détails, mais ils ont essayé de travailler sur la théorie de la confirmation qualitative, et puis après ils ont dit qu'il faudrait également mettre au point une théorie de la confirmation qualitative avec le degré de confirmation de l'évidence de la preuve, et puis maintenant, j'ai cette proposition de Howard Jeffreys qui a travaillé sur l'approche quantitative. Il dit, en fait, il fait ressortir cette idée d'objectivité. Il dit une proposition Q a en liaison avec un certain nombre de données et il n'y a qu'une seule probabilité. Et si une personne lui assigne une autre probabilité, une probabilité différente, cette personne a tort. En fait, là, il y a un problème. Bon, ça c'est Jeffreys qui l'a dit, mais beaucoup de gens à son époque étaient d'accord avec lui. Il y a également ce problème. La théorie des probabilités ne vous donne pas vraiment de probabilité pour commencer. Bon, donc ce n'est que quand vous avez des probabilités, déjà, que la théorie des probabilités vous permettra d'en avoir davantage, que vous allez pouvoir calculer la probabilité de P et la probabilité de non P. Mais au départ, vous n'avez rien. Il vous faut quand même des données d'entrée pour arriver à la faire marcher, cette théorie de la probabilité. Et la question importante était de savoir d'où vient cette entrée, d'où viennent ces données d'entrée, d'où viennent ces probabilités initiales. Ça, c'était le grand projet de Carnap dans les années 40, base logique de des probabilités. Donc, il disait qu'elles étaient logiques, qu'elles provenaient de la structure du langage. En examinant la structure du langage, d'après lui, on peut voir ce que t'es les probabilités. Et on avait une base de départ. Il n'a jamais été jusqu'à considérer l'ensemble du langage qui serait approprié pour la science. Il n'a considéré que des langues très simples et il s'est aperçu que même pour cela, ce n'est pas faisable. Donc il est arrivé à des paradoxes. Et beaucoup de gens, à l'époque, on pensait que c'était quelque chose avec quoi on n'arriverait à rien.
Et il fallait donc adopter ce qu'il a appelé lui-même un point de vue subjectif. Si vous regardez la littérature, vous verrez que maintenant, la théorie dominante, c'est le bézianisme, et donc le bézianisme subjectif, comme on l'appelle. La plupart des gens pensent que on peut prendre n'importe quelle probabilité préexistante, que ça n'a pas d'importance. Donc les subjectivistes très très libéraux, oui, bon, certains pensent qu'il y a des contraintes additionnelles, des principes, différents principes, et puis il y a un désaccord là-dessus. Et même ces principes, en fait, ils ne sont pas des contraintes très fortes. Ils vous donnent simplement une fonction de probabilité préalable unique. Et donc nous devons commencer avec quelque chose de subjectif. Pour certaines personnes, c'est une raison de douter du bézianisme, de se demander si c'est la bonne théorie de la confirmation. Mais certains pensent que même si vous avez cette théorie de la confirmation, ça ne veut pas dire que cela justifie la méthodologie. Donc, il y a des théorèmes, différents théorèmes qui montrent que les gens peuvent commencer avec des probabilités différentes, et que même si les conditions sont beaucoup plus fortes, on arrivera quand même à la même fonction de probabilité et à la même fonction de croyance. Bon, ce sont des convictions qui sont un petit peu fortes, mais il y a d'autres argumentations qui ont été données qui ne requièrent pas de conditions aussi fortes, qui sont les argumentations en faveur de la stabilité. C'est-à-dire que pour un large domaine de probabilité préalable, vous avez donc des probabilités, des évidences, des conditions encore pour que la fonction des probabilités arrive en fin de compte à satisfaire la condition qualitative. Et donc ainsi on va assigner une probabilité à l'hypothèse H, je ne sais pas moi, quelque chose .5, et ça peut indiquer que, en fin de compte, même si cela semble étrange, on va peut-être croire à l'hypothèse H à condition que les circonstances soient favorables. Donc, ça vous montre ce qu'est la méthodologie. Donc, ça, c'était surtout du point de vue de la confirmation de la théorie de la confirmation quantitative. Mais il y a quelqu'un qui ne travaille pas dans cette approche, Thomas Kuhn. Voilà une citation de lui. Et c'est quelqu'un qui ne travaille pas non plus sur l'unicité, mais il a discuté cette question d'unicité. Et il dit que le désaccord rationnel est inévitable et que l'unicité est une théorie fausse. Car il dit l'objectivité dans l'évaluation d'une théorie, bon, s'il pense que c'est objectif qu'il y ait ces vertus théoriques que l'on utilise pour évaluer nos théories. La simplicité, le caractère fructueux, la cohérence.
Il dit, oui, ça c'est objectif. Mais il faut remplir ces catégories. Il faut voir comment on entend la notion de simplicité, la notion de quelque chose qui est fructueux, la notion de cohérence. Et il dit, lorsque des scientifiques doivent choisir entre des théories qui sont en concurrence, eh bien, ils peuvent tout de même arriver à différentes conclusions. Peut-être interprète-t-il la simplicité de façon différente ou ont des convictions différentes sur la fourchette de domaines à laquelle les critères de relevance de cohérence s'appliquent, ou peut-être qu'ils sont d'accord sur des choses qui diffèrent, des poids relatifs que l'on doit accorder à ces critères. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que ce désaccord, il faut s'y attendre, il est inévitable. Et il y a d'ailleurs une autre citation dans laquelle il suggère qu'il n'est peut-être pas inévitable, non seulement il est inévitable, mais il faut également, il dit, mais avant qu'une communauté scientifique accepte une nouvelle théorie, elle a été testée au cours du temps par une certaine de recherche, par un certain nombre d'hommes qui ont longtemps travaillé avec, d'autres avec leur rival traditionnel. Un tel mode de développement demande un processus de décision qui permette à des hommes rationnels de ne pas être en accord, et un tel désaccord devrait être barré par l'algorithme partagé que les philosophes ont en général recherché. Donc c'était un très bon historien de la science et il a fait ses observations sur la base de ses études historiques. Et cela est indépendant de sa vision plus large de la science développée de façon indépendante de la taxonomie, etc. Mais ça semble un bon argument. Effectivement, ce désaccord est indépendant de ces sciences plus générales. Bon, alors, j'ai dit qu'on en avait parlé de cette question de partager son evidence, ses preuves, avoir les mêmes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on partage vraiment son evidence, ses preuves avec quelqu'un d'autre? Est-ce que l'on a exactement les mêmes preuves ou la même evidence? Bon, vous allez peut-être dire... Oui, on peut. En fait, on a notre evidence, nos preuves, et on les met en commun et on sait ce dont il est question. Mais si on est en désaccord, il faut faire quelque chose. Mais on a entendu l'argumentation selon lesquelles il y avait des idées en arrière-plan dans notre esprit qui faisaient que l'on ne pouvait pas vraiment partager. Donc on pouvait appeler ces choses-là des preuves ou de l'evidence, mais qu'on ne pouvait pas le partager. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un débat entre universitaires? Est-ce qu'il n'est pas vraiment académique, ce débat? Est-ce que vraiment il y a un désaccord entre pairs dans la vie réelle? Bon. Et en fait, Feldman dit non, la découverte du désaccord entre pairs, eh bien, donne en fait est telle que vous avez cette connaissance à l'arrière de votre esprit. Donc vous avez de l'evidence, des preuves, mais peut-être pas aussi bonnes que d'autres. Donc, en fait, vous obtenez de la part de l'autre personne qui n'est pas d'accord quelque chose qui va peut-être vous aider, qui ne sera peut-être pas exact, mais qui va vous aider d'une certaine façon à répondre d'une certaine façon à ce désaccord. Bon, alors, je n'étais pas hier à la présentation du professeur Feldman, donc je ne vais pas trop en parler. Alors, je voudrais simplement dire la chose suivante. La discussion de ce principe m'a motivé
a examiné un certain nombre de notions formelles d'evidence, de preuve, et de voir si ce principe tient. Par exemple, il y a les notions bayésiennes qui expliquent l'evidence, les preuves, comme une élévation des probabilités. Donc, la probabilité, c'est-à-dire que la preuve de la preuve est la preuve. Et puis, il y a aussi cette conception selon laquelle, même si la notion bayésienne est très populaire, il faut bien voir comment on utilise ce mot evidence ou preuve dans notre vie quotidienne. Par exemple, si on a une probabilité de H qui est simplement de 0,1, et puis si on a pour une probabilité de 0,0001, bon, E est techniquement une probabilité que H, hypothèse H se réalise, mais bon, en fait, même si ça n'existe pas. Bon, alors, moi je ne fais pas ça, je n'étudie pas ça, mais enfin, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller chez McDonald's et demander aux gens est-ce que vous croyez qu'il y a une preuve de telle et telle chose. Mais j'ai également étudié Carnap et Marihas qui ont étudié cette notion bayésienne en disant que la preuve ne devrait pas en fait élever la probabilité. Il y avait une autre notion qui était que la preuve devrait en fait, l'evidence devrait faire une grande différence du point de vue de la probabilité, c'est-à-dire faire monter la probabilité de 0,6 à 0,1 à 0,6. Donc c'est une question probabilistique, donc je considère que c'est transitif, c'est-à-dire que c'est une chose est la preuve de la deuxième et la deuxième est la preuve de la troisième. Bon, la première est la preuve de la troisième. Donc là, j'ai surtout étudié ce principe de transitivité, c'est-à-dire les conditions restrictives, mais il semble que ce ne soit pas le cas, que les conditions soient restrictives. Donc, le papier va être bientôt publié, mais en fait, la preuve de la preuve est la preuve, je ne l'ai même pas mentionné, parce qu'en fait, je n'étais pas à l'aise dans cet exercice. Ce principe est peut-être valable comme certaines des notions formelles, mais moi, je résous les choses de façon formelle et peut-être leur lecture du concept d'evidence ou de preuve est un petit peu différente. Mais ce que je voudrais, c'est une notion de preuve ou toute notion de preuve qui satisfasse à cela et puis pouvoir valider toute cette notion de preuve ou evidence. Dans tous les cas, une autre option ici, comme je l'ai dit en commençant, serait simplement de réfléchir à la compréhension que l'on peut avoir de la notion de pair et qui nous permette de comprendre la notion de pair épistémique, pas en termes de même corpus de evidence, de probante, mais en fait, sa base de la relation qu'on a avec les autres. Alors, voici quelques considérations indirectes par rapport au cas qui a été fait en faveur de la rationalité. Dans un autre document, j'ai essayé de remettre cela directement en question. Et ceux qui défendent cette position de la rationalité et les opposants aussi semblent indiquer que la question, c'est de comment répondre en cas de désaccord, et on peut y répondre de manière a priori. Et j'ai essayé de préparer des simulations ordinateurs qui montrent que est-ce que c'est véritablement rationnel de tenir mordicus à sa propre opinion face à la contradiction des pairs, parfois oui, parfois non.
Ça dépendra des objectifs poursuivis. Et on ne peut que empiriquement décider de ce qu'on est dans une situation où il faudrait faire quelque chose avec sa propre opinion ou alors simplement s'en tenir à son point de vue. Et en fait, la question de la rationalité dit qu'il n'est jamais rationnel de s'en tenir à ses propres points de vue. Pour que ces simulations puissent démarrer, il y a une question à laquelle il faut apporter une réponse. C'est si on ne peut pas s'en tenir à sa propre croyance, son propre opinion, quelle solution y aurait-il? Alors, l'idée, c'est en fait, de faire la différence. Et on peut interpréter cela de manière différente. L'une, c'est-à-dire que on se répartit la différence avec son père si les deux suspendent le jugement. L'un croit A, l'autre croit non A, et on découvre que l'on est en désaccord. Et donc, les deux suspendent leur jugement pour savoir si A ou non A. Une autre réponse serait que les deux acceptent de baisser, voire de relever le degré de croyance. Et puis, il y a la position que je vais considérer le plus, qui viennent de Lehrer et Wagner. En petit Lehrer, déjà dans les années 70, a discuté de certaines questions qui sont véritablement au cœur de ce débat sur le désaccord entre pairs. Et avec Karl Wagner, il a élaboré un modèle mathématique de changement de sa croyance ou degré de croyance. Et c'est un modèle qui est devenu d'ailleurs très réputé. Et ici, on dit que l'on va simplement se baser sur des moyennes. Et alors, on va regarder ça. Bien entendu, si vous avez des désaccords entre pairs où les pairs ont des points de vue contradictoires, où l'un soutient que A et l'autre soutient que non A, alors si c'est question d'accord sur des choses claires, alors on ne va pas avoir une moyenne, mais bien souvent on a des points très contraires. Par exemple, on estime qu'il y a X milliards d'euros qui sont nécessaires pour sauver l'économie grecque et vous demandez pourquoi est-ce que tant de milliards. Et beaucoup de désaccords sont sous cette forme-là, notamment dans les sciences. Et puis, bien entendu, alors, il est tout à fait censé de parler de moyenne de croyance. Et ça, on peut aussi le convertir surtout dans des degrés de croyance. Et on peut aussi établir une moyenne de ces degrés. Et le modèle que j'ai étudié pour cette répartition de la différence existait déjà, a été élaboré par Hexelman et Krause. Eux ne parlent pas de séparer la différence, ils ne parlent pas de désaccord entre pairs, mais c'est pourtant ça qu'ils font. Ils étudient des sociétés artificielles constituées d'agents qui modifient leurs opinions ou les mettent à jour en répartissant la différence avec d'autres agents. Quand les autres agents ont des opinions qui sont assez proches des leurs dans l'intervalle de confiance, alors quand ils ont ce petit intervalle au-dessous de leur opinion, l'idée qui en ressort dans notre modèle, c'est que vous avez un groupe d'agents qui essayent de déterminer la valeur d'un certain paramètre et ils savent que cette valeur est dans l'intervalle 0,1. Et c'est la seule chose qu'ils savent au départ.
Et donc, ils mettent à jour leurs croyances au sujet de cette valeur dans la version la plus simple, qui n'est pas intéressante d'ailleurs, mais ils mettent à jour leurs opinions en répartissant la différence avec ceux qui sont à une distance de epsilon, donc tout petit. Ils considèrent en fait toutes sortes de valeurs. Ils le font d'ailleurs de manière très systématique. Mais donc, on prend les agents qui sont à l'intérieur dans cet intervalle de confiance et à partir de ce moment-là, votre opinion est basée sur leurs opinions et la vôtre, et donc vous prenez la moitié de tous. Et voilà votre nouvelle opinion. Et cela, vous le faites de manière répétée. Alors, vous avez ici un exemple de 25 agents dont les opinions de départ sont répartis sur cet intervalle 0,1 et ils le remettent à jour donc en répartissant la différence, mais ce n'est pas très intéressant. Et voici leur modèle complet où ils ne considèrent pas seulement le processus social de la répartition de la différence, mais les agents sont également des chercheurs de vérité qui peuvent faire des expériences pour mettre à jour leurs connaissances. Et dans cette équation, où on a ce U plus 1, donc c'est l'opinion de l'agent, et ça veut dire que X plus Y, est un composant social, donc il répartit la différence et il regarde les personnes à l'intérieur de son intervalle de confiance et il en fait la moyenne. Et il y a une certaine attraction de la vérité qui est la valeur de ce paramètre. Et on prend un mélange de cela et on va en fait avoir la moyenne pondérée. Voilà donc votre opinion. Et puis ici, disons que la valeur, c'est 0,75 et on prend un mix réparti de 50% composant social, 50% d'informations provenant du monde. Et il y a un intervalle de confiance où on va considérer les agents qui sont à l'intérieur de leur opinion dans un intervalle de 0,1 et c'est un peu plus intéressant que le modèle précédent. Alors, dans leurs propres documents, Hegelsmann et Krause posent des questions exclusivement descriptives pour ce modèle. Donc, ils considèrent les circonstances où l'on peut avoir une polarisation. Donc, on peut avoir un cas où un groupe d'agents qui ont une certaine valeur et d'autres qui en ont une valeur très différente. Ou sous quelles conditions parvient-on à la convergence? Et très systématiquement, il balaye l'espace des paramètres, mais en fait, il ne pose pas de questions normatives sur ce modèle. Et donc, on pourrait en fait poser la question, pourquoi faire ce compromis? Pourquoi répartir cette différence? Est-ce que c'est une bonne manière, le compromis est une bonne manière de se façonner une opinion? Et une autre idée, ce serait aussi de dire, peut-être avec une métaphore assez populaire, je ne sais pas si vous avez déjà vu le livre sur Wiki, je ne sais pas trop comment on prononce, et le titre du livre c'est « The Wisdom of the Crowds », la sagesse des foules. Et donc, la notion que les foules peuvent parfois vous apporter de meilleures réponses que ne le peuvent les experts. Et il semblerait qu'ils aient fait quelques expériences autour de cela. Donc, il se pourrait même que certains d'entre vous ici aujourd'hui savaient quelle est la hauteur de la Tour Eiffel. Moi, pas. Et d'autres comme moi non plus ne savent pas. Et alors, donc, ils ont posé la question
Je ne sais pas s'ils étaient vraiment à la hauteur de la Tour Eiffel, mais en tout cas, ils ont posé aux gens de donner leur meilleure suggestion. Alors, quelqu'un répond 250 mètres ou d'autres, et on enregistre toutes ces et on prend la moyenne, et on se trouve avec une moyenne qui est très proche. Ça peut aussi foirer complètement, mais ça semble quand même marcher, parce qu'on se retrouve la plupart du temps avec une valeur qui est très proche de la réalité effective de la Tour Eiffel. Or, si vous lisez ce livre de sur Wiki un peu plus attentivement, vous verrez qu'en fait, il y a des cas où les foules peuvent avoir cette valeur. Il peut donc y avoir une sagesse dans la foule, mais la foule peut aussi être très stupide. Et dans un sens, il n'y a rien de nouveau en cela. Ça, on le sait depuis toujours. On pensait à Berlin, 1944, et vous savez, les décisions prises, par exemple, à ce moment-là. Et alors, on peut se poser la question, pourquoi devrait-on même envisager d'examiner la foule? Pourquoi ne pas simplement se fonder sur un agent unique? C'est la question. Donc, devrions-nous parler à d'autres? Est-ce que nous devrions en fait jamais faire ça et toujours nous appuyer sur le corpus de l'evidence, donc de ces preuves prouvantes? Et vous pouvez peut-être commencer à percevoir en quoi cela a un lien avec le désaccord entre pairs, mais justement, le modèle Hexelman et Krause peut être utile pour répondre à ce genre de questions. En fait, pour établir le lien avec le débat autour des désaccords entre pairs, vous pouvez stipuler que les personnes qui sont à l'intérieur de votre périmètre de confiance, à ce moment-là, ces gens-là sont vos pairs épistémiques. Et à ce moment-là, dès lors, la question devient, pourquoi est-ce que devrions-nous compromettre, parvenir à un compromis avec nos pairs dans cette vision que l'on a du monde? Si l'on fait des simulations dans ce modèle, j'ai fait beaucoup de simulations dans beaucoup de sociétés, et on compare des sociétés qui font ces compromis et d'autres qui ne le font pas et qui s'en tiennent à leur opinion personnelle et à l'attraction de la vérité qui est représentée dans le modèle. Et la manière d'évaluer cela, c'est en fait de regarder, considérer après 5 mises à jour, 10 mises à jour, 15 mises à jour, et ainsi de suite, et voir quelle est la distance des agents avec la vérité en moyenne à chaque fois. Et il résulte que ça ne fait guère de différence s'ils font des compromis ou pas. Et s'ils parlent à leurs voisins épistémiques ou qui ne leur parlent pas, ça fait guère de différence. Et alors, on peut se dire, alors dans ce cas-là, ils ne devraient pas se parler. Parce que cela va en fait utiliser du temps et des ressources que l'on pourrait employer mieux ailleurs. Mais si vous regardez ce modèle, en fait, l'attraction de la vérité dans le modèle Hexelman-Krause est toujours très affinée parce que, en fait, ils ne disent pas beaucoup sur l'interprétation qu'il convient d'en donner. C'est que les agents ont la description de la valeur de tau à chaque fois. Mais, en fait, ils ont des informations qui les renvoient dans la direction de tau. Et cela montre ici dans la direction de tau, mais dans la vie réelle, on peut avoir des erreurs de mesure, d'autres formes d'erreurs que l'on peut introduire. Et donc, les informations que nous recevons peuvent nous indiquer parfois des valeurs supérieures à tau, ou parfois inférieures. Alors, l'idée était de faire de ce modèle HK un peu plus réaliste pour que l'on puisse incorporer une sorte de bruit et qu'il y a des données bruyantes comme il y en a dans la vraie vie.
Et c'est en fait un supplément très facile. Et donc, on a ces deux composants. On a le composant social, on a le facteur vérité. Mais maintenant, nous avons le facteur de vérité plus une fonction aléatoire qui enlève un peu à cette valeur. Et cette fonction aléatoire opère pour chaque agent séparément, et donc pour chaque objet, et aussi pour chaque mise à jour. Donc, à chaque nouvelle lecture, il y a de nouveaux nombres aléatoires qui sont déterminés. Et donc, tous les agents reçoivent ces données légèrement bruyantes, mais le bruit sera peut-être différent des uns aux autres. Et puis là, on commence à voir des différences, effectivement. Alors voici une simulation. Encore une fois, c'est une communauté de 25 agents. Et vous voyez le résultat de 50 mises à jour. Et donc, ils ne se parlent pas. Simplement, ils comptent sur cette attraction de la vérité. Et c'est ainsi que leurs opinions sont façonnées. Et c'est donc la même communauté. Nous avons ici donc les mêmes opinions initiales concernant la valeur de Tao. Et ils ont en fait les mêmes données avec le même bruit. Mais maintenant, en fait, ils font un compromis entre leurs différences. Et en fait, ils donnent beaucoup de poids, ils accordent beaucoup de poids à ce dialogue. Et donc, vous avez alpha qui est 0,8. Et puis, on voit la différence. Et puis, on va continuer à faire des simulations. Et dans ce cas, on prend des moyennes de différence de distance de la vérité par rapport à certaines sociétés. Voici les résultats. Et ce qu'on voit, c'est que les sociétés qui ne se parlent pas, qui ne font pas la répartition de la différence, le compromis autour de la différence, arrivent rapidement à une valeur qui est très proche de Tao. Par exemple, la distance de Tao n'est pas très grande des 5 mises à jour. Et si l'on considère cela avec les sociétés qui introduisent beaucoup plus le compromis, alors c'est beaucoup plus important. Mais on voit qu'après 10 mises à jour, par exemple, il n'y a ceux qui avaient un meilleur groupe de ceux qui font le compromis, ils ont des différences significative, mais pas si grande que ça. Et puis, à la fin, on voit que ceux qui ne font pas de compromis ne sont pas améliorés, alors que ceux qui font des compromis, en fait, se sont beaucoup améliorés et s'approchent beaucoup plus de la valeur de Tao que ceux qui ne font pas de compromis. Et après 50 mise à jour, alors c'est vraiment la situation la meilleure. Et ma conclusion, vous voyez, c'est qu'en moyenne, ces sociétés qui ne font pas ces compromis, qui ne tiennent pas compte de leur père épistémique, parviennent à une distance de la vérité qui est une distance modérément rapprochée, et ils y arrivent très vite. Mais à partir de là, ça ne bouge guère plus. On ne se rapproche pas davantage de la vérité. Alors pour les autres sociétés, les sociétés qui se parlent, les sociétés qui tiennent compte de leur père épistémique et qui savent faire des compromis, alors il faut plus de temps avant qu'ils soient modérément plus proches de la vérité, mais dans une vision à plus long terme, en fait, ils s'approchent beaucoup plus de la vérité. Donc pour eux, la situation s'améliore beaucoup plus et à la fin, ils sont beaucoup plus près de la vérité que ne le sont les sociétés qui ne font pas de compromis. Alors ensuite, on pourrait se poser la question, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Devrions-nous faire ces compromis? Qu'est-ce qui prend la suite de cela? Et je dirais que la réponse est qu'il n'y a pas de réponse générale.
Parfois, ce sera très important d'être relativement proche rapidement de la vérité. Par exemple, si quelqu'un qui arrive à l'hôpital avec peut-être une crise cardiaque, alors on veut les données. Même si c'est encore assez grossier, on voulait avoir les données très rapidement. Mais si parfois vous avez un peu plus de temps, qu'il n'y a pas un si grand sentiment d'urgence, alors là, il est très important d'avoir des données très précises. Et donc, il n'y a pas de réponse générale. Cela dépend de ce qu'il convient de faire dans la situation donnée. Deux minutes. Bon, il y a donc bien des manières pour affiner ce modèle. Il y a beaucoup d'hypothèses. Par exemple, comment mesure-t-on la distance de la vérité? Quelles sont les règles de notation? Et puis aussi la définition des paires. Ceux qui sont à l'intérieur d'epsilon, si on prend l'ensemble de la société comme paire épistémique, on peut le faire. Et quantitativement, ça fait une différence, mais qualitativement, vous arriverez aux mêmes conclusions. Et en fait, il y a beaucoup de variations possibles. On peut, dans le modèle Kiefer-Wagner, vous avez différentes réputations, différents points. Dans le modèle Hexelman-Krauser, ça ne donne pas des résultats très intéressants. D'ailleurs, Heiner Hexelman a développé une nouvelle simulation qu'il s'appelle le NSIM, Epistemic Network Simulator. Et là, en fait, il détermine la réputation des agents parce que les agents peuvent se déplacer dans deux dimensions, ils peuvent créer des réseaux, ils peuvent s'éloigner. Et ça, on peut le faire sur la base de la réputation et sur la base d'autres caractéristiques. Et là encore, ils savent faire un compromis avec ceux qui ont un degré de confiance. Et on peut même... Vous savez, dans le modèle Hexelman-Krauser, les agents ont toujours un état de croyance très simple, en tout cas par rapport au modèle. Et donc, ils n'ont qu'une valeur, une valeur de leur croyance. Mais en fait, on peut élargir cela et donc vous pouvez leur donner des théories. Par exemple, des sens de proposition qui sont proches des conséquences logiques. On est encore en train de travailler un peu dans ce domaine. On a couvert pas mal de terrain déjà. Maintenant, on devrait avoir des théories. Vous avez peut-être parlé du dilemme discursif. Où les gens ont des états de croyance séparés, distincts, mais qui peuvent les agréger. Simplement, on vote ensuite sur chaque proposition. Et à ce moment-là, ils finissent avec... un système de croyance qui est général, qui est très inégal. Et on peut aussi montrer que même si on répète les mises à jour dans ce sens, on arrive à un état de croyance incohérent. On n'a pas besoin de rester bloqué là-dedans, on peut en sortir. Et vous pouvez... alors, c'est très difficile à simuler, simplement en termes de temps de calcul. On peut aussi ajouter vérité et evidence, donc les preuves. Voilà donc la conclusion. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a l'argument de l'irrationalité qui ne me paraît pas si forte que ça. Et puis, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que ces simulations informatiques peuvent être utiles pour l'étude de ce débat et l'éclairage sur ce débat. Et je suggérerais aussi qu'il n'y a pas une seule et unique réponse à cette question du désaccord entre pairs. Merci.